Merci à vous tous de vous être inscrits et de participer aujourd'hui au webinaire sur la faillite et l'insolvabilité. On a un peu plus d'une heure ensemble pour discuter d'un sujet qui est très, très complexe. Et aujourd'hui, je vais tenter de démystifier ce que c'est que le droit de la faillite et de l'insolvabilité. Il y a beaucoup d'aspects techniques, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. On va essayer tout simplement de vous donner une vue d'ensemble pour mieux comprendre les outils qui pourraient s'offrir à vous si vous êtes dans une situation de difficulté financière. Alors, sans plus tarder, donc un certain nombre de sujets dont on abordera aujourd'hui. Je vais brièvement décrire les types de dettes et ce qu'on doit faire en cas de difficulté financière. Et ensuite, et ça c'est la majeure partie de la présentation, ce sont les 4 outils, si vous voulez, qui s'offrent à vous. La consolidation de dettes, le paiement méthodique des dettes et les propositions de consommateurs. Et ensuite, la majeure partie de notre présentation aujourd'hui sera sur la faillite. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces outils, ces 4 outils, sont disponibles pour tous les individus, mais également parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui possèdent une entreprise. Donc, pour les entrepreneurs qui ont ce qu'on appelle une entreprise individuelle, donc en anglais, c'est un sole proprietorship, ou ceux qui font affaire avec des partenaires à travers une société de personnes, ce qu'on appelle un partnership, peuvent utiliser les mêmes outils qu'un individu utiliserait pour régler les questions de problèmes financiers. Et pourquoi? Parce que ce soit la société de personnes ou que ce soit encore l'entreprise individuelle, ce sont des types d'entreprises qui n'ont pas de personnalité juridique, ce qui veut dire que l'entrepreneur, le propriétaire de cette entreprise, est toujours personnellement redevable pour toutes les dettes contractées par son entreprise. Donc, il n'y a pas de distinction entre l'entrepreneur et son entreprise individuelle ou la société de personnes. Par contre, pour ce qui est de la société par action, ce qu'on appelle en anglais une corporation, là, c'est différent. La corporation, la société par action, a une personnalité juridique distincte et donc, beaucoup des outils qui sont disponibles aux individus ne le sont pas pour les sociétés par action. Par contre, et ça, on va en parler plus en détail, la faillite est un outil là, qui est disponible pour toute situation, y compris les sociétés par action. Donc, maintenant que je vous ai donné un peu une vue d'ensemble de qui peut utiliser quel outil, c'est important de connaître aussi quels sont les types de dettes. Donc, il y a 3 grands types de dettes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dette non garantie. Donc, quand on pense à nos cartes de crédit, notre marge de crédit, des factures comme EPCOR ou TELUS, Bell Canada, donc ça, ce sont ce qu'on appelle des dettes non garanties. La dette garantie, c'est celle qui généralement est attachée à l'achat d'un bien conséquent, donc une maison par exemple. Donc, on pense à l'hypothèque ou l'achat d'un véhicule, donc lorsqu'on fait l'achat à crédit d'un véhicule. Ou encore, si on a une entreprise et qu'on a dû acheter de l'équipement, eh bien, il est fort probable que ce soit une dette de type garantie, donc le deuxième type de dette. Enfin, le troisième type de dette, la dette gouvernementale, c'est les impôts qu'on doit payer, les amendes pour excès de vitesse, par exemple, mais aussi également pour tous les bénéfices qu'on aurait perçus en trop. Donc, on peut penser à l'assurance emploi, on pourrait penser à des allocations pour enfants. Donc, tout versement d'une agence gouvernementale auquel on n'avait pas droit ou lorsque ça arrive malheureusement parfois, où le gouvernement nous a trop versé, il faut rendre cet argent. Donc ça, c'est une dette
tout comme les impôts et les amendes. Donc ça, ce sont les trois types de dettes. Alors, lorsqu'on fait face à des difficultés financières, il est très important, et s'il y a une seule chose qu'il faudrait peut-être retenir aujourd'hui de cette présentation, c'est de communiquer le plus tôt possible avec vos créanciers. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est que finalement, c'est les créanciers qui sont généralement dans une position d'accepter ou de refuser la solution que vous mettrez de l'avant avec le syndic, par exemple. Donc, c'est très important, dès le départ, d'établir une très bonne relation avec vos créanciers. Parce que sinon, vous vous mettez peut-être dans une situation qui est plus difficile qu'elle devrait l'être autrement. Une deuxième chose, et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, c'est de consulter un organisme en Alberta qui s'appelle Money Mentors. Et le plus tôt possible, d'essayer de commencer à réfléchir à un calendrier de paiement, si vous devez rééchelonner vos paiements, et tenter de convenir d'un nouveau calendrier de paiement avec vos créanciers. Donc ça, c'est avant même d'entreprendre les différentes démarches dont on va discuter un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est aussi important de collaborer avec nos créanciers? C'est non seulement parce qu'ils peuvent nous aider, mais c'est parce que c'est aussi généralement dans leur intérêt de faciliter pour les débiteurs des nouvelles modalités de paiement qui vont permettre à ce même débiteur-là de respecter ses engagements. Ce que les créanciers veulent éviter, plus que tout généralement, c'est d'être obligé de mettre quelqu'un en faillite parce que ce que ça signifie généralement, c'est qu'ils y perdent au change. Donc, les créanciers voient très souvent la faillite comme tout débiteur d'ailleurs, une solution de dernier recours, donc à éviter si on peut. Et pourquoi aussi également c'est important de discuter, de communiquer et de démontrer notre bonne foi aux créanciers, c'est que malheureusement, lorsque le créancier n'a pas eu de nouvelles de son débiteur et que ça fait des mois que les comptes sont en souffrance, le créancier va généralement entamer des procédures. Et une fois que ces procédures judiciaires sont déclenchées, il est souvent trop tard pour trouver un compromis parce que les décisions ont été prises à la banque ou chez le concessionnaire automobile et c'est très difficile de renverser à ce moment-là les démarches, la vapeur. Donc, maintenant qu'on connaît un peu le type de dette et l'importance de communiquer avec nos créanciers le plus tôt possible, je voudrais parler de deux outils qui sont peut-être les outils les plus fréquents et les plus faciles à utiliser pour des dettes qui sont moins importantes et je dirais au début de problèmes financiers avant qu'ils deviennent trop graves et hors de contrôle. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le prêt de consolidation de la dette. Et ensuite, dont on va parler très brièvement, et ensuite, le paiement méthodique de la dette. Donc, le prêt de consolidation de la dette, c'est en fait tout simple. C'est lorsque, si on prend par exemple un individu ou une entreprise qui aurait 3 comptes de carte de crédit qui est en retard sur ses paiements, ces 3 cartes de crédit avec des taux d'intérêt généralement qui peuvent tourner autour de 20%, n'arrivent pas à faire les paiements et pourraient tout simplement aller voir généralement une banque et contracter un prêt pour consolider la dette de ces 3 cartes de crédit. Donc, plutôt que d'avoir à faire 3 paiements mensuels,
à des taux d'environ 20 %, vous pourriez n'avoir qu'un seul paiement à faire à un taux d'intérêt beaucoup moins élevé que 20 %, ce qui vous permettrait de rembourser ce prêt à un taux et un paiement mensuel beaucoup plus favorable. Donc, ce prêt, donc si on prend l'exemple de Jacques, qui a 3 cartes de crédit, dont une qu'il utilise pour son entreprise individuelle de menuisier, et qu'il a une dette accumulée, disons, de 50 000 $ avec ses 3 cartes de crédit, ce qu'il peut faire, c'est aller voir la banque et dire, je veux faire un prêt de 50 000 $, rembourser sur le champ les 3 cartes de crédit, les 3 Mastercard, par exemple, et ensuite rembourser à chaque mois la banque pour ce prêt de 50 000 $, ce qui va lui permettre de sauver beaucoup d'argent et aussi qui va lui faciliter la vie parce qu'il n'y aura plus qu'un paiement à gérer plutôt que 3. Donc ça, c'est un outil qui est très simple. Il s'agit là de discuter peut-être avec sa banque. Et c'est aussi un outil qui est disponible dans toutes les situations, que ce soit des individus, que ce soit des entreprises individuelles, des sociétés de personnes ou encore des sociétés par action. Donc, tout le monde a possibilité d'utiliser cet outil et le plus tôt on le fait, bien, le mieux. Maintenant, je vais discuter un peu plus longuement du paiement méthodique des dettes. Alors ça, c'est un mécanisme qui est prévu à la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Alors, cette loi, c'est une loi fédérale, donc qui s'applique partout au Canada. Mais quand on parle de paiement méthodique des dettes, ou ce qu'on appelle aussi en anglais le Orderly Payment of Debts, c'est disponible que dans quelques provinces canadiennes, dont l'Alberta. Alors, qu'est-ce qui nous permet ce paiement méthodique des dettes? Et là, je vois qu'il y a un petit faute d'orthographe à permet. Il y a un S qui ne devrait pas être là. Donc, ça nous permet de consolider nos dettes. Et ça permet aussi de regrouper toutes nos dettes non garanties, donc celle de la première catégorie dont on parlait, comme les cartes de crédit, des prêts personnels ou des lignes de crédit, des avances de fonds, des prêts étudiants, mais aussi, et ça c'est un peu une exception, on peut regrouper les différents impôts dus au gouvernement et les bénéfices qu'on aurait perçus en trop. Donc, c'est un outil qui est très utile parce qu'il est relativement simple et il nous permet là, de capturer, de regrouper un très grand nombre de dettes différentes. Alors, je vous ai parlé de Money Mentors tout à l'heure. Donc, vous avez le site web ici affiché sur la diapo. Alors, c'est l'organisme en Alberta qui est responsable pour gérer ce programme de paiement méthodique des dettes. Et donc, la première chose à faire, si vous voulez bénéficier de ce programme, c'est de communiquer avec Money Mentors. Et eux, ils ont des experts qui vont s'asseoir avec vous, qui vont étudier votre situation financière et qui vont vous proposer là, différents scénarios pour gérer vos dettes à travers leur programme de paiement méthodique des dettes. Alors, pour ce qui est du montant que vous aurez à payer, ce sera l'ensemble de vos dettes et 5 % de frais d'intérêt. Donc, en gros, c'est vos dettes comme vous les avez actuellement, mais à un taux d'intérêt qui est sans doute réduit parce que ce serait de 5 %, contrairement à si on parle de carte de crédit, généralement près de 20 %. Donc, c'est un excellent choix, ce paiement méthodique des dettes, si on peut rembourser nos dettes en 3 ans. Donc, ça, c'est une des conditions, c'est qu'on n'a que 3 ans pour rembourser la totalité de nos dettes. Et c'est aussi important qu'aucun de nos créanciers ait entamé là, de recours judiciaire.
Alors, un autre avantage de cette solution, de cet outil, c'est que ça suspend là, toutes les mesures de recouvrement qui auraient pu avoir débuté contre vous. Donc, ça peut être, par exemple, un de vos créanciers qui aurait fait appel à une entreprise là, de recouvrement de dette. Ça n'inclut pas, comme je disais, les actions en justice, les recours judiciaires qui auraient été entamés par un de vos créanciers. Malheureusement, et d'où l'importance de communiquer le plus tôt possible avec vos créanciers pour éviter cette situation, parce que si c'est le cas, malheureusement, vous ne pourriez pas bénéficier du paiement méthodique des dettes. Donc, cette solution de paiement méthodique n'est pas adaptée dans la situation de dette garantie. Comme on a dit, c'est que les dettes non garanties et les impôts fédéraux ou les différents programmes sociaux dont vous aurez bénéficié, dont les bénéfices ont été payés en trop. C'est pas adapté non plus, ça n'inclut pas les amendes, ça n'inclut pas les dettes avec garant. Donc, lorsqu'un tiers parti s'est porté garant, vous a cautionné, comme on dit. Et ça ne s'adapte pas non plus aux sociétés par action. C'est important de savoir que durant cette période de 3 ans, on n'est pas admissible, on ne peut pas obtenir de crédit. Et que si vous êtes en défaut de paiement plus de 3 reprises, le programme prend fin et vous faites maintenant soumis aux taux d'intérêt initiaux. Donc, si on parle de la carte de crédit, eh bien, vos taux d'intérêt augmenteraient à 18 ou 20 % plutôt que le 5 % dont vous pouviez bénéficier via le paiement méthodique des dettes. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que une fois que ce programme est arrêté, que vous êtes disqualifié, eh bien, vos créanciers peuvent entamer des procédures judiciaires, y compris des saisies-arrêts. Donc, les saisies-arrêts, c'est la possibilité pour vos créanciers de saisir certains de vos biens, de les vendre et de garder les fonds obtenus suite à la vente de vos biens. Alors ici, j'avais fait un petit tableau qui nous donne un aperçu entre le paiement méthodique des dettes et de la faillite. Donc, comme vous pouvez le voir, dans la colonne de gauche, les paiements méthodiques des dettes, les sociétés par action ne peuvent pas s'en prévaloir. Par contre, les entreprises individuelles, sociétés de personnes et les individus, elles peuvent être admissibles au paiement méthodique des dettes, alors que la faillite, elle, est un outil, un mécanisme qui est également possible pour les sociétés par action. Une énorme différence, c'est que si vous participez au PMD, eh bien, votre dossier de crédit en fera mention pendant 2 ans, alors que dans le cas d'une faillite, votre dossier fera référence à votre faillite pendant 6 ans. C'est beaucoup plus coûteux de faire faillite que de se prévaloir du PMD. Comme je le disais, vous devez rembourser votre dette en 3 ans dans le cas du PMD, alors que dans le cas d'une faillite, c'est le tribunal qui va déterminer quand vous êtes libéré de vos dettes. Et sans doute une des plus grandes différences entre les deux, c'est que dans le premier cas, vous gardez vos biens, alors que dans le cas d'une faillite, la plupart de vos biens et de votre salaire seront transférés au profit de vos créanciers. Bon, maintenant, je voudrais parler de la proposition de consommateur, qui est un autre mécanisme prévu à la loi.
Et très brièvement, la proposition commerciale. Alors, la proposition commerciale, donc, elle est également prévue à la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Alors, c'est réservé, ce mécanisme, uniquement aux entreprises et aux individus dont les dettes sont de plus de 250 000 $. Lorsqu'on calcule le montant total de la dette, on exclut le montant de votre hypothèque. Et dans le cas d'une proposition commerciale, on peut y inclure et regrouper les dettes garanties et les dettes non garanties, donc les dettes de première et deuxième catégorie. Pour ce qui est de la proposition de consommateur, c'est donc ce dont on va parler là, surtout pour cette partie de la présentation. C'est réservé aux individus qui ont des dettes n'excédant pas 250 000 $. Et encore une fois, le montant de votre hypothèque est exclu de ce calcul. Et comme je le disais, j'expliquais en introduction, parce qu'une entreprise individuelle ou une société de personnes, c'est finalement la même chose que la propriétaire de cette entreprise, qu'il n'y a pas de distinction entre les deux parce qu'elles n'ont pas de personnalité juridique. Vous pouvez, en tant qu'entrepreneur qui possède une entreprise individuelle ou qui fait partie d'une société de personnes, vous pourriez également vous prévaloir de la proposition de consommateur là, dans le cas d'une situation là, de difficulté financière. Alors, c'est important de noter que dans le cas d'une proposition de consommateur, il n'y a que les dettes non garanties qui peuvent être en faire l'objet. Par contre, les créanciers garantis ont la possibilité de participer s'ils le veulent. Donc, ce n'est pas obligatoire, alors que pour ce qui est des dettes non garanties, le créancier n'a pas le choix. Alors, quelles sont les conditions? Eh bien, le débiteur, celui donc qui doit la dette, doit être insolvable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas acquitter sa dette lorsqu'elle est à échéance. Et les paiements doivent être faits dans cette situation-là sur une période maximale de 5 ans. Donc, dans la situation du paiement méthodique des dettes, c'est 3 ans. Dans la préposition de consommateur, vous avez 2 années supplémentaires. Ou vous avez la possibilité de payer en une seule fois. Donc, c'est l'un ou l'autre. Alors, généralement, cette proposition de consommateur s'adresse aux individus qui se retrouvent dans des situations plus complexes que le PMD. Et contrairement à la faillite, l'assemblée de créanciers n'est pas obligatoire, à moins que ceux-ci en fassent la demande. Ils ont toujours la possibilité de s'adresser aux tribunaux et de demander qu'il y ait une telle assemblée. Alors, c'est quoi une assemblée de créanciers? C'est principalement la réunion de tous les créanciers et il faut leur appui, donc généralement 50% de la valeur doivent être favorables au plan, à la proposition mise de l'avant. Alors, durant une proposition de consommateur, tous les paiements qui sont dus aux créanciers, les saisies arrêts ou les poursuites sont suspendus. Donc, par exemple, si un créancier a un jugement pour saisir une partie du salaire, eh bien, ça suspend cette saisie. C'est aussi important de savoir que si votre proposition échoue, le débiteur ne sera pas automatiquement mis en faillite. Alors, dès qu'on dépose une proposition au bureau du surintendant des faillites, donc ça c'est une agence du gouvernement fédéral qui est responsable pour l'administration de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, vous cessez en tant que débiteur de rembourser directement vos créanciers. Okay? Et les procédures judiciaires,
elles aussi, sont suspendues. Elles ne peuvent pas recommencer. Et si le débiteur respecte toutes les conditions et qu'il rembourse ses dettes comme prévu, tel que proposé, il sera libéré de toutes les dettes qui étaient regroupées, qui étaient incluses dans cette proposition. Donc, c'est-à-dire autant les dettes non garanties que certaines des dettes garanties dont les créanciers auraient choisi là, de participer. Et s'il y avait une partie impayée de vos dettes qui était incluse dans votre proposition, vous n'aurez pas à rembourser. Donc, contrairement à la PMD, où généralement vous devriez rembourser la totalité de vos dettes à un taux d'intérêt de 5 %, dans la situation d'une proposition de consommateur, selon la proposition, ce qui a été accepté, vous pourriez vous retrouver dans une situation où il y a une certaine partie de vos dettes qui n'aura pas à être remboursée. Alors, les seules dettes dont le débiteur n'est pas libéré dans le cadre d'une proposition de consommateur, ce sont les dettes gouvernementales, et on va en parler un peu plus tout à l'heure, et les dettes garanties, à condition, comme je disais, sauf si un créancier aurait choisi de participer. Parfois, ils le font parce que c'est une manière pour eux de s'assurer d'avoir une partie du paiement. Donc, c'est une forme d'assurance pour eux. Par contre, donc, le consommateur devra toujours acquitter ses dettes envers le gouvernement et les créanciers garantis qui n'auraient pas participé, qui n'auraient pas choisi là, de faire partie du processus de proposition de consommateur. Donc, le débiteur, durant toute cette période de 5 ans, il devra rembourser ces différentes dettes garanties au gouvernement pendant et après la période de déroulement de la proposition de consommateur. Alors, brièvement, des exemples de dettes gouvernementales, je sais que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais aussi d'autres exemples, donc des amendes pour excès de vitesse, mais ça peut être aussi des sanctions qui seraient imposées par un tribunal. Ça pourrait être des dettes qui soient liées à une pension alimentaire ou pour une situation de fraude. Ce serait également toutes les dettes que vous n'avez pas déclarées au syndic de faillite. Toutes les dettes que vous avez encourues suite à un prêt étudiant, si ça fait moins de 7 ans que vous avez terminé vos études, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir la proposition de consommateur pour des dettes prêt étudiant, si ça ne fait pas 7 ans que vous avez terminé vos études, ainsi que tous les intérêts qui auraient pu s'accumuler là, sur ce type de dette. Donc, si le débiteur manque plus de 3 paiements mensuels, ou si il est en souffrance de paiement là, pendant plus de 3 mois, dans le cas où les échéances de paiement seraient de plus de 30 jours, eh bien, la proposition de consommateur est annulée. Donc, vous ne pouvez plus prévaloir de cet outil, de ce programme. Et les procédures judiciaires et les saisies-arrêts de vos créanciers peuvent reprendre. Donc, c'est très, très important de savoir, de connaître les conséquences et de s'assurer avant de choisir la proposition de consommateur comme solution qu'on pourra bel et bien faire tous nos paiements mensuels sur cette période de 5 ans. Donc, c'est ce qui termine la première partie là, de cette présentation. Et maintenant, je voudrais
avant d'aborder la deuxième et dernière partie, discuter, qui est sur la faillite, voir peut-être s'il y a des questions. Je ne sais pas si ce serait peut-être un bon moment de discuter avec les participants, s'il y a des questions sur cette première partie, ou si on continue tout de suite avec la dernière partie qui est la faillite. Alors, je sais pas si... Oui? Je dirais, passons aux questions parce qu'il y en a qui rentrent. Je vais te les lire là. On a une question. Qu'arrive-t-il à un débiteur qui a choisi la PMD mais qui n'a pas fini de payer ses dettes au bout de 3 ans? Oui, ben, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va établir des paiements sur 36 mois qui vont vous permettre de rembourser la totalité de votre dette à un taux d'intérêt de 5 %. Donc, inévitablement, au bout de 3 ans, vous aurez payé la totalité de votre dette. Je ne sais pas si c'est clair. C'est que vous n'avez que 3 ans pour payer. Donc, si c'est, je ne sais pas, disons une dette de 30 000 $, vous devrez rembourser 10 000 $ par année sur 12 mois par année avec un taux d'intérêt de 5 %. Donc, Okay. Si vous ne manquez aucun de vos paiements, et vous avez le droit à 3 paiements, là, vous pouvez faire défaut, vous aurez remboursé la totalité. C'est que le calcul sera fait en fonction pour que vous remboursiez la totalité en 3 ans. Et j'ai une question de clarification. J'ai cru vous entendre faire allusion sous la proposition de consommateur que il est possible de négocier une proposition qui couvre moins que la totalité des dettes. Oui, c'est possible. Donc, tout comme la faillite dont on va discuter par la suite, la proposition de consommateur permet contrairement à la PMD, de payer, disons, 80 % de votre dette. Et les créanciers auront la possibilité d'accepter ou non cette proposition. Et très souvent, les créanciers vont accepter parce qu'ils savent que d'avoir 80 % ou 60 % ou 50 % de la dette, c'est mieux que le risque, l'alternative qui serait d'avoir rien du tout. Parce qu'il faut ce sont des créanciers non garantis. Donc, ils n'ont aucune possibilité de saisir vos biens. Et alors, du point de vue procédural, j'imagine qu'avec toutes les familles qui sont venues travailler le pétrole quand c'était très bien payé, qui se retrouvent maintenant avec ou un membre du couple qui a perdu son travail, ou les deux qui ont perdu, ou qui ont subi des grosses réductions, Oui. c'est une très bonne solution dans ce type de scénario. Et c'est quoi le procédural? Comment est-ce qu'on fait pour lancer une proposition de consommateur à tous ces detteurs? Ou est-ce que c'est quelque chose où on approche chacun des detteurs, on leur dit, écoutez, on a pris un gros choc, on peut vous payer 60 cents sur le dollar? Oui, donc dans le premier scénario là, de PMD, le paiement méthodique, il s'agit de s'adresser à Money Mentor, qui, eux, vont gérer le programme, qui vont agir comme intermédiaire entre vous et vos créanciers. Donc, vous n'avez pas à téléphoner ou envoyer un courriel à chacun de vos créanciers et commencer à négocier. C'est Money Mentors qui va vous accompagner dans le processus. Pour ce qui est de la proposition de consommateur ou la proposition commerciale, d'ailleurs, c'est la même chose. Ce sera un syndic de faillite qui va vous accompagner. Donc, même chose, plutôt que de vous adresser dans ce cas-là à Money Mentor, il faudra trouver un syndic de faillite. Et donc, il y a une ressource à la fin de la présentation où on a un lien vers le bureau du surintendant de la faillite, où vous pouvez choisir
un syndic de faillite. Donc, il y en a plusieurs ici à Edmonton ou en Alberta. Il s'agit de communiquer avec eux et de les rencontrer. Ils vont discuter de votre situation. Et si c'est la bonne solution pour vous, cette proposition de consommateur, cette proposition commerciale pour les entreprises, eh bien, comme Money Mentors, pour ce processus, c'est eux qui vont vous accompagner et qui vont agir à titre d'intermédiaire entre vous et vos créanciers. Okay, il y a plusieurs autres questions qui sont arrivées. Est-ce que je vais garder ma maison et ma voiture si je déclare faillite? Donc ça, on va en discuter un peu plus tard dans la présentation sur la faillite. C'est une bonne question. Ok, on remet ça plus tard alors. Je pense. Okay. Et une autre sur les propositions commerciales. Quel est le montant minimal viable pour faire une proposition commerciale? Frais encourus contre le montant à payer. Combien de sous sur le dollar on paye? OK. Ben, là, ça dépend. Comme je disais, la proposition commerciale, il faut avoir une dette au moins de 250 000 $, excluant la valeur de l'hypothèque. Et ensuite, le syndic va faire le bilan de votre situation financière, vos dettes, vos revenus, et va développer un scénario qui sera soumis, donc c'est du cas par cas, hein, aux créanciers, et les créanciers vont examiner, ils vont accepter ou non votre proposition. Oui, sans doute basé sur ce qu'ils aperçoivent de votre futur financier, quoi. Ben, de ce qui est proposé déjà. Est-ce que vous proposez de couvrir 80% de la dette ou 40%? Et quels sont, oui, qu'est-ce que l'avenir peut présager pour votre situation, compte tenu de la situation de votre entreprise ou votre situation financière, etc. Très bien. On a deux autres questions, mais elles sont sur les faillites, donc on les gardera pour plus tard. Et il y a une autre question qui vient d'apparaître. Oui. Pour un syndic, on devrait s'attendre à dépenser à peu près combien? Donc, on va en parler aussi dans la présentation sur la faillite. Très bien, on les remet à plus tard alors. N'hésitez pas à poser vos questions, on les refera passer plus tard. Il y aura une autre session, ou au moins deux autres sessions questions-réponses, donc vous pouvez les taper ou dans la section questions et réponses en bas à gauche, ou dans le chat si ça ne vous gêne pas qu'elle soit publique. Dans le Q&A ou le Q&R, elles seront privées. Il n'y aura que le panéliste et moi-même qui les verrons. Très bien. Merci, Christian. De rien. Donc, maintenant, la faillite. Et ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs questions sur la faillite. C'est souvent l'outil le plus connu, dont on entend le plus souvent parler. Par contre, c'est sans doute la solution, si on peut appeler ça une solution, le recours ou l'outil auquel il faudrait songer en dernier lieu. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et donc, la faillite, tout comme la proposition de consommateur, la proposition commerciale, c'est également régi par la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Et c'est généralement réservé aux situations là, qui sont plus complexes et pour les dettes, des montants de dettes beaucoup plus élevés. Alors, pour qu'il y ait un processus de faillite, il faut qu'il y ait une faillite qui soit déclarée. Donc, la loi donne un très grand nombre là, de situations et ce n'est pas l'objet de notre présentation cet après-midi de discuter là, de tous ces scénarios. Mais pour simplifier, disons que une faillite survient lorsque le débiteur, donc celui qui doit payer une dette, a posé certains gestes ou a omis de faire certaines choses, et donc ça va déclencher la faillite automatiquement. Donc on peut penser par exemple à un débiteur qui déplacerait des biens, qui essaierait de frauduleusement
transférer certains de ses biens ou de ses avoirs à un tiers, ou encore, et ça c'est une situation qui est assez fréquente, là, qui fait un dépôt de bilan. Donc tout simplement, qui va avoir un syndic et qui discute là, de la possibilité de faire faillite. Et à ce moment-là, suite à cette rencontre, et si c'est la bonne solution, on déclare faillite. Donc ça, c'est un cas qui est très, très fréquent. Sinon, la deuxième situation à laquelle on peut penser, c'est lorsque les créanciers eux-mêmes déposent une requête en faillite parce que le débiteur est en souffrance de paiement. Donc, je simplifie, la loi est beaucoup plus complexe que ça, mais pour notre propos cet après-midi, c'est important de se rappeler que c'est soit le débiteur qui peut déclarer faillite, et là, je ne veux pas entrer dans les détails s'il y a eu fraude ou s'il y a eu déplacement des biens, ou lorsque les créanciers déposent eux-mêmes une requête. Alors, qu'est-ce que c'est que la faillite? Alors, bien entendu, c'est une procédure juridique. Et c'est lorsqu'une personne, donc une personne, ça peut être un individu, mais ça peut être également une entreprise, une société par action, une société de personnes, une entreprise individuelle. Et lorsque cette personne, donc une entreprise ou un individu, est incapable de rembourser ses dettes et elle cède la presque totalité. Donc, on va discuter un peu plus en détail là, pourquoi ce n'est pas la totalité des biens à un syndic de faillite. Et le syndic, lui, aura la responsabilité de vendre ou d'utiliser ces mêmes biens pour aider à payer les créanciers. Et une fois que cette opération est terminée, le débiteur est libéré de ses dettes. D'accord? Donc, ça, c'est les grands principes là, de mécanisme de comment fonctionne la faillite. Alors, qui peut déposer une demande de faillite? Alors, comme je le disais, c'est autant les individus que les entreprises. Il ne faut pas déjà être en situation de faillite. On doit au moins 1 000 $ de dette. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui fasse faillite pour 1 000 $. On est incapable de faire face à nos paiements. Ou si on vendait la totalité de nos biens saisissables, puis on va discuter tout à l'heure de ce que c'est la différence entre des biens saisissables et ceux qui ne le sont pas. Donc, si on vendait tous ces biens, on ne couvrirait pas la totalité des dettes dues. Alors, dans le cas d'une entreprise, eh bien, comme je l'ai déjà mentionné, les sole proprietorships ou les partnerships, donc sociétés de personnes, les entreprises individuelles, ne sont pas indistinctes de l'individu. Donc, si elles font faillite, ce sera en fait l'individu qui va faire faillite. Ce ne sera pas l'entreprise comme telle, parce que l'entrepreneur, lui, est responsable des dettes de son entreprise. Par contre, dans le cas d'une société par action, donc les corporations, donc ça c'est une compagnie, hein, comme on dit, ou qui est une entreprise qui est incorporée, les actionnaires ne sont pas responsables de la dette de l'entreprise, sauf s'il y a eu une fraude, donc sauf s'il y a eu des détournements de biens, s'il y a eu des opérations qui ont été faites de manière à priver là, les créanciers de leur paiement. Alors, comment on s'y prend? Et on a touché un peu à ça tout à l'heure dans questions-réponses. Donc, la première chose à faire, c'est de communiquer avec un syndic de faillite. Donc, il faut aller sur le site là, du bureau du surintendant de la faillite. Et selon où on est situé, en Alberta, par exemple, Calgary ou Grande Prairie, Edmonton, choisir les syndics
qui se trouvent dans notre région et communiquer avec eux. Et c'est eux qui vont, donc c'est le syndic là, qui va vous aider durant ce processus. Comme je le disais précédemment, durant le question-réponse, qui sera l'intermédiaire avec vos créanciers. C'est important de comprendre que le syndic, durant le processus, va contrôler les décisions financières du débiteur. Et il y avait une question quant au coût moyen. Donc, on parle d'environ 1 500 $. Et ces frais sont couverts à même les actifs. Donc, plus c'est complexe, plus c'est cher, bien entendu. Mais en termes de coût moyen, 1 500 $ devrait couvrir pour plusieurs de ces situations. Donc, que se passe-t-il si on est contraint à la faillite? Donc, lorsque nos créanciers nous mettent en faillite, comme on dit, eh bien, le créancier, lui, a le fardeau de la preuve. C'est lui qui doit prouver que vous n'avez pas effectué votre paiement. Il doit aussi démontrer qu'il y a bel et bien une dette, hein, c'est pas qu'il y a une créance. Et si un tribunal est satisfait de cette démonstration-là, eh bien, le tribunal rend une ordonnance de faillite, ce qui déclenche le processus. Et dans ce cas-là, lorsque nous, on est contraint à la faillite, contrairement à la situation précédente où c'est le débiteur qui déclare faillite, c'est généralement le créancier qui a été choisi, le syndic de faillite qui a été choisi par le créancier, donc celui qui a déclenché le processus, qui va administrer la procédure. Donc, en tant que créancier, non seulement on choisit le moment où on déclenche le processus, qu'on contraint notre débiteur en faillite, mais on a aussi le choix du syndic de faillite. Et pourquoi ça importe? C'est qu'il y a un aspect de jugement, si on veut. Hein? Le syndic de faillite, c'est lui qui va décider quel bien et à quel pourcentage, etc. Donc, il y a beaucoup de décisions au niveau de la négociation autour de l'option, les différentes options possibles pour faire notre proposition à nos créanciers. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de notre faillite, du processus de faillite? Donc, le syndic de faillite, que ce soit celui qui a été choisi par le créancier ou celui que le débiteur aurait choisi, va déposer une cession au profit des créanciers auprès du Bureau fédéral, l'agence qui gère les faillites au Canada. Il y aura un bilan financier où là, on déterminera vos avoirs, vos biens, vos dettes, vos revenus, vos dépenses et toutes les informations financières relatives à votre situation. Toutes les actions qui auraient pu être entamées par les créanciers cessent. Et tous les biens, et ça c'est contrairement à la PMD, hein, qui vous appartiennent, sont cédés, sont transférés au syndic au profit des créanciers, à l'exception des biens exemptés. Ça, on va en parler tout à l'heure. Il y avait une question aussi également là-dessus. Et comme je l'expliquais lorsque je définissais c'était quoi qu'une faillite, à ce moment-là, le syndic va vendre des biens saisissables et va distribuer les revenus aux différents créanciers selon la cession, hein, selon la proposition qui avait été convenue. Et si donc tout se fait comme prévu, le débiteur est libéré de ses dettes. Alors, les créanciers ont droit qu'à un montant de la valeur de la dette, mais très souvent, c'est moins que ça. C'est très rare que les créanciers auront la totalité de la valeur de la dette, plus les intérêts sur celle-ci.
Dans les cas exceptionnels où la valeur des biens excéderait le montant des dettes, eh bien, le débiteur est autorisé à garder la différence. Et c'est important de savoir que si, en tant que débiteur, la valeur de nos biens saisissables est élevée, que la faillite n'est sans doute pas la meilleure solution parce que tous les biens sont saisis et sont vendus, et donc ça met le débiteur dans une situation là, qui est précaire. Alors, il y a une question quant aux biens exemptés. Qu'est-ce qu'on peut garder? Alors, dans chaque province, c'est différent. En Alberta, on peut garder jusqu'à l'équivalent de 4 000 $ en ameublement, en électroménager, donc tout le mobilier, là, la résidence, là où on habite. 5 000 $ pour les véhicules. Toutes les aides médicales du débiteur ou des membres de sa famille. Tous les biens personnels qu'on utilise pour gagner un revenu, donc des outils, des équipements jusqu'à concurrence de 10 000 $. Les allocations sociales, généralement, ne sont pas saisissables, ainsi que les régimes enregistrés de retraite, les REER ou des régimes d'épargne invalidité. Donc, le syndic peut saisir la totalité de vos biens, à l'exception de ceux-ci. Donc, qu'en est-il de notre résidence? Alors, on a 40 000 $ qu'on peut conserver de la valeur totale de notre résidence. Par contre, si vous êtes copropriétaire de votre résidence avec votre épouse, par exemple, et que vous êtes celui qui fait faillite, eh bien, votre exemption est réduite de moitié. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez garder que 20 000 $ de la valeur de votre résidence. Et c'est aussi important de savoir que si l'équité, là, si on veut, la valeur que vous possédez, la valeur nette que vous possédez dans votre résidence est tout ça de 40 000 $ ou 20 000 $ par exemple, si vous êtes copropriétaire avec votre époux, eh bien, vous serez obligé de vendre votre résidence, même si c'est détenu en copropriété. Donc ça, c'est très important d'être au courant de ça. On peut garder que 40 000 $ de notre valeur et qu'on peut être forcé à vendre notre résidence. Si vous êtes un agriculteur, vous pouvez garder exempté là, des biens une ferme de 160 acres. Donc, si vous avez une ferme qui représente, disons, 300 acres, eh bien, les créanciers pourront saisir 140 acres, mais vous pourrez garder la différence, c'est-à-dire 160 pour continuer vos opérations là, agricoles. Qu'est-ce qu'il y en est du revenu? Alors, il faudra que vous soumettiez un bilan au syndic, comme on le mentionnait précédemment, là, de vos avoirs, de vos dettes, etc., mais également qui va clarifier votre situation en termes de revenus. Donc, que vous soyez employé ou que vous soyez entrepreneur, il faudra chaque mois soumettre au syndic un bilan de vos revenus et de vos dépenses également, parce que si vous opérez une entreprise, il y a des dépenses. Et donc, tous les mois, vous allez soumettre ce bilan et le syndic va déterminer, là, selon des calculs du bureau du surintendant des faillites, l'excédent de votre revenu que vous devrez verser au syndic au profit de vos créanciers. Donc,
le bureau du surintendant des faillites a établi ce qu'il considère, là, selon chaque situation familiale, le montant minimum auquel vous avez droit pour les besoins de votre famille, mais tout ce qui excède en termes de revenus, ça appartient au syndic. Et si vous ne versez pas cette portion qui excède votre revenu de base minimum, eh bien, ce sera possible d'obtenir une saisie-arrêt et qui va permettre là, le versement automatique du revenu, si vous êtes un employé notamment, au syndic, au profit des créanciers. Donc, ça, c'est très, très important d'être conscient là, que nos revenus, dans leur ensemble, ne nous appartiennent pas lorsqu'on est dans une situation de faillite et que une partie de ceux-ci devront être versés au syndic pour rembourser nos dettes au profit des créanciers. Alors, qu'en est-il dans une situation où on a des garants? Et là, je réalise qu'on est passé un peu 3 heures. On a encore une dizaine là, de diapos. Donc, on a presque terminé. Alors, qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'il y a des garants ou lorsqu'il y a des biens en copropriété? Alors, si vous portez garant ou vous êtes copropriétaire, c'est important de savoir que vos créanciers, les créanciers, pardon, du copropriétaire ou de la personne dont vous êtes porté garant pourraient exiger le paiement. Et pourrait même, le garant ou le copropriétaire pourrait très souvent être responsable pour la totalité de la dette pour laquelle il s'est porté garant ou pour le bien dont il est copropriétaire. Donc ça, c'est important là, de savoir ça, de comprendre ça avant de se porter garant ou d'acquérir un bien en copropriété que vous pourriez être responsable pour la dette de cette personne dont vous êtes porté garant ou qui est copropriétaire avec vous. Alors, les gens ne sont pas toujours conscients de ça, et donc ça, c'est une des conséquences très graves d'une telle situation. Alors, brièvement, je vais parler de la décharge. Donc, lorsqu'on est libéré de nos dettes, alors il y a 2 types de décharge. Il y a la décharge absolue et la décharge conditionnelle. Alors, généralement, lorsqu'on a notre première faillite, le syndic va demander une libération absolue au bout de 9 mois. Et si elle est obtenue, eh bien, le processus se termine. Par contre, si vous avez un revenu élevé, on en a discuté tout à l'heure, une partie de votre revenu doit être cédée au syndic. Et dans ce cas, on pourrait prolonger votre décharge jusqu'à 21 mois parce qu'on considérait que vos revenus sont tels qu'ils vous permettent de rembourser les créanciers ou dans une plus grande proportion. Les créanciers, le bureau ou encore le syndic ont la possibilité de s'opposer à une libération absolue. Et si c'est le cas, eh bien, le tribunal devra trancher ou parfois ça peut se régler à travers une médiation. Et selon la loi, il y a une première libération de la faillite là, qui est automatique s'il n'y a pas d'objection de ces créanciers, du bureau ou encore du syndic. Alors, une décharge conditionnelle, elle, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, le débiteur devra généralement rembourser un certain pourcentage de la dette. Il y aura des conditions un peu plus difficiles ou plus contraignantes. On peut avoir des conditions supplémentaires aussi qui pourraient s'ajouter avant d'être libéré. Et généralement, les décharges conditionnelles sont dans des situations où le débiteur ne coopère pas. Hein, il essaie de cacher des biens ou n'a pas été transparent dans sa déclaration de bilan.
Et donc, le risque, c'est que notre décharge ou la libération peut être même suspendue si elle n'est pas conditionnelle. Et un tribunal peut toujours refuser une décharge à un récidiviste. Donc, la décharge conditionnelle est plus fréquente dans le cas de quelqu'un qui n'en est pas à sa première faillite. Comme je disais, il y a une présomption que lorsqu'on est dans une situation de faillite pour la première fois, on obtienne une décharge absolue assez rapidement. Rapidement, je vais terminer avec les responsabilités du débiteur. Donc, en tant que celui qui est failli, vous avez un très grand nombre de responsabilités. Donc, la première, qui est très générale, c'est d'assister le syndic dans la mesure du possible durant ce processus, de faire une déclaration qui est honnête de tous vos biens, vos dettes, vos créanciers, de transférer tous ces mêmes biens saisissables, donc à l'exclusion de ceux dont on a discuté tout à l'heure, au syndic. Il faut également informer le syndic de tout don que vous auriez fait au cours des 5 dernières années. Il faut assister à une réunion des créanciers, donc c'est obligatoire de rencontrer ces créanciers. Vous devez également tenir le syndic informé de tous vos déplacements pour éviter, encore une fois, des fraudes qui pourraient être commises. Il faut également assister le syndic pour remplir vos déclarations d'impôts qui seront en souffrance. Il faut présenter vos chèques de paie ou vos états de vos revenus si vous avez une entreprise. Vous devez bien sûr verser au syndic les sommes tous les mois, les paiements. Vous devez consulter un conseiller financier également qui va vous aider à gérer votre situation et remplir toute autre obligation qui peut être requise selon vos circonstances. C'est important aussi de savoir qu'il y a une loi provinciale qui s'appelle le Fraudulent Preferences Act. Et cette loi provinciale, en fait, autorise des créanciers à récupérer des fonds ou des biens qu'un failli aurait transférés de manière frauduleuse à un tiers, donc un membre de sa famille ou un partenaire d'affaires, dans le but de se soustraire à ses obligations. Donc, s'il y a des biens qui possèdent une valeur importante, un immeuble ou des véhicules et qu'on veut transférer ça à notre cousin ou à notre partenaire en affaires pour pas que les créanciers puissent mettre le grappin dessus, eh bien, cette loi, c'est important de savoir qu'elle pourrait renverser ce transfert. Okay? Et c'est une loi ou un concept, si on veut, qui date quand même de quelques siècles, pas ici en Alberta, mais c'est une loi de common law en Angleterre qui date de plus de 1571. Donc, on peut comprendre que les créanciers ont acquis une grande expérience pour faire l'enquête de ces pratiques frauduleuses. Donc, c'est très important. Il faut y songer 2 fois avant de prendre la décision de transférer des biens qui devraient autrement être remis au syndic. Alors, quelles sont les dettes qui ne seront pas libérées suite à la faillite? Eh bien, les amendes, les sanctions, des jugements qui seraient prononcés contre le failli pour des lésions corporelles qu'il aurait infligées ou pour agression sexuelle. Tous les arriérés de pension alimentaire également. Les prêts étudiants si c'est survenu, si la faillite est survenue il y a moins de 7 ans depuis la fin de nos études. Et toutes les dettes qui résultent d'une fraude. Donc, toutes ces dettes ne sont pas couvertes par une faillite. Donc, vous seriez toujours responsable de payer, de rembourser ces dettes. Et
On me demande souvent comment ma cote de crédit sera affectée. Ça varie énormément d'une situation à l'autre. C'est le créancier ultimement qui prend cette décision de vous accorder un crédit ou non. Bien sûr, lors de la libération de vos dettes, il y aura une note qui va être inscrite au dossier. Et généralement, si c'est votre première faillite, cette note-là demeure à votre dossier entre 5 et 7 ans. Alors, si c'est le cas, c'est important de communiquer, de s'adresser au bureau de crédit, de un, pour vérifier sa cote de crédit après la faillite, mais également pour envoyer une copie de l'ordre de libération à ces mêmes bureaux de crédit pour qu'ils mettent votre dossier à jour. Donc, pour que vous puissiez rebâtir, là, si on veut, votre cote de crédit. Et bien entendu, il est possible là, que suite à une faillite, vous soyez requis là, d'obtenir soit une garantie ou de payer des taux d'intérêt plus élevés lorsque vous emprunterez de l'argent. En terminant, les endroits où on peut trouver de l'aide, donc le bureau du surintendant des faillites, j'en ai parlé plusieurs reprises. Donc, il y a un lien là, mais si vous faites une recherche Google avec le bureau du surintendant, vous allez avoir beaucoup d'informations, y compris une liste des syndics pour les différentes provinces canadiennes. Money Mentors, dont j'ai parlé au tout début de la présentation, et bien entendu, le Centre albertain d'information juridique. Alors, merci encore une fois de votre écoute. Et je passe maintenant la parole à Erwan et je pourrai répondre à d'autres questions après que Erwan ait fait terminer son intervention. Merci. Merci. Et en effet, on a plusieurs questions liées aux faillites et aux dettes en général qui sont rentrées pendant que vous parliez. On est passé rapidement là sur 3 diapos, celle de l'AGFA bien sûr, où vous pouvez demander de l'aide pour identifier des avocats francophones ou pour obtenir de l'éducation juridique en français, comme en ce moment. Il y avait aussi le lien vers le CANAF, qui est l'organisme qui aide les nouveaux arrivants, résidents permanents, réfugiés acceptés, à s'intégrer au Canada. Donc, notre organisme. Et puis, il y avait le CDA aussi qui s'occupe du développement économique et qui aide les entrepreneurs, donc les gens qui pourraient faire face à une faillite corporative. Et on va passer un petit sondage en ce moment, si vous pouvez y répondre, aux participants, pour les participants. Mais pendant ce temps-là, on va passer aux questions aussi. On a eu plusieurs questions sur les thématiques de la famille et des conjoints, etc., liées aux dettes et à la faillite. Alors, une question d'abord, les biens du conjoint sont-ils inclus en cas de dette contractée par une entreprise individuelle? Alors, tout dépend de si cette personne s'est portée garante. Alors, donc, si votre conjoint a été garant pour l'hypothèque, par exemple, si vous êtes copropriétaire de la résidence familiale, eh bien, oui, sans doute qu'à ce moment-là, la résidence pourrait être saisie. Donc, c'est-à-dire que les créanciers pourraient forcer le débiteur de vendre la résidence familiale. Ça, c'est à condition que ce que vous possédez, la valeur nette, donc la différence entre la valeur de votre hypothèque et ce que vous avez remboursé de cette hypothèque, est de plus de 40 000 $. OK. Et dans le cas, on va imaginer quelqu'un qui a un sole proprietorship, là, qui, quand c'était porteur, a acheté une voiture pour son conjoint. Oui. Et qu'arrive-t-il à cette voiture? Est-ce que
Elle est comptée comme une deuxième voiture qui n'est pas exempte et qui fait partie des richesses de la personne, ou est-ce que elle fait partie des biens de ce conjoint? Donc, il faut se rappeler que c'est 5 000 la valeur maximale de la voiture. Donc, si la voiture vaut 15 000 eh bien, vous serez forcé de vendre la voiture. Le syndic va saisir la voiture, vendre la voiture, et vous pourrez garder l'équivalent de 5 000 et le 10 000 sera pris en possession par le syndic qui l'utilisera pour rembourser les dettes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et si cette voiture, donc c'est l'entrepreneur qui l'a achetée, eh bien entendu, parce qu'il n'y a pas de différence entre son entreprise et l'individu, et que c'est l'entreprise qui fait faillite, donc, pour ainsi dire, c'est l'individu qui fait faillite, ce n'est pas l'entreprise, parce que l'entreprise n'a pas de personnalité juridique dans le cas d'un sole proprietorship, eh bien, la voiture pourrait être saisie. Et mettons que la voiture a été offerte au conjoint par les parents du conjoint. Que se passe-t-il à ce bien, pour ce bien à ce moment-là, dans une situation de mariage? Par les parents du conjoint. Donc, Ouais. bon, j'imagine que ce serait sans doute exclu. Par contre, il faut se souvenir de l'obligation de divulguer au syndic tous les dons qu'on a fait au cours des 5 dernières années. Donc, si on revient à cette situation où le mari ou la femme a acheté un véhicule et on a fait don à son conjoint au cours des 5 dernières années et que est maintenant en situation de faillite, que son entreprise ou lui-même, elle-même est en faillite, en situation de faillite, eh bien, le syndic pourrait considérer que ce don devrait faire partie des biens qui doivent être saisis. Parce qu'il faut comprendre que tout ça, ce sont des mécanismes pour éviter la fraude. Hein? Donc, pour essayer de priver les créanciers de ce auquel ils ont droit. Donc, si j'achète une voiture de 50 000 et que je l'offre à ma conjointe pour me soustraire de cette obligation auprès de mes créanciers, eh bien, le syndic, c'est pour ça que je disais qu'il y a un élément de subjectivité dans tout ça, lorsque le syndic va prendre des décisions de ce qui doit être inclus, ce qui doit être exclu, eh bien, on pourrait considérer que ce don, en fait, n'en est pas vraiment un, que c'était un transfert un peu frauduleux. Il y a plusieurs questions qui suivent un peu cette thématique du transfert frauduleux, Oui. potentiellement fraudulé. Une autre question, c'était que se passe-t-il avec les dettes envers les amis ou la famille? Et j'imagine que c'est ça qui sera vraiment examiné de très près par le Fraudulent Preferences Act. Comment est-ce qu'on distingue une dette d'un époux, enfin de quelqu'un qui cherche à cacher, à faire un transfert fraudulent, contre une dette où il y a vraiment une dette parce qu'il y a eu un échange et qu'il y a donc quelque chose qui est dû, on va dire. Oui, ben, ce sera bien sûr du cas par cas et le syndic ou les tribunaux vont essayer de déterminer quel était l'objet de ce transfert, si c'est un transfert. Hein? Donc, si on a transféré des biens ou de l'argent, eh bien, est-ce qu'on l'a fait parce que c'était quelque chose qu'on devait faire ou c'était pour se soustraire, encore une fois, à nos obligations envers les créanciers. Donc, Et donc, s'il y a une dette familiale, il y a intérêt à bien la documenter quoi, dans ces circonstances. oui, et tous les dons, encore une fois, je répète, des 5 dernières années doivent être déclarés. Hein? Donc, plus il y a une suspicion, un doute qu'on ait fait ça pour se soustraire, qu'on déplace des biens vers d'autres membres de la famille, en plus, il y a un lien là, qui est très
un lien très fort entre celui qui a fait le don ou qui a fait un transfert ou qui a vendu un bien avec celui qui en bénéficie, ben plus ça va être difficile de démontrer, de convaincre les tribunaux que qu'il n'y avait pas une intention frauduleuse. Donc, si c'était un complet étranger qu'on transfère, on vend une voiture ou un bateau à quelqu'un au Manitoba qu'on ne connaît pas, c'est peut-être plus facile de démontrer que ce n'est pas frauduleux que si on l'a transféré à son fils ou à son cousin. Okay. Eh bien, vous avez raté justement le sujet de la prochaine question dans ces transferts frauduleux. Oui. Est-ce que le Fraudulent Preferences Act s'applique au cas de transferts frauduleux de propriété immobilière proprement enregistrée au Land Title Registrar? Oui, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit enregistré ou non. Ce qui compte, c'est l'intention. Donc, c'est très simple. Cette loi, c'est tout simplement pour éviter qu'un débiteur se débarrasse de ses biens et au profit de gens, de sa famille par exemple, mais pas uniquement, pour priver les créanciers de ce à quoi ils auraient droit autrement. Okay. Donc, après, c'est du cas par cas, on pourrait en discuter longuement, mais donc, peu importe, si vous posez ce geste, vous décidez de transférer, c'est certain que si votre intention n'est pas très honnête, il y a de fortes chances qu'ils vont le découvrir et bon, les conséquences peuvent être graves. Okay. On va profiter de la dernière question pour lancer le sondage pour que les participants évaluent cet atelier. La dernière question, donc on peut lancer le sondage, Denise. Et la dernière question, c'est si vous décédez avec un prêt étudiant en cours, que se passe-t-il? Si vous décédez avec un prêt étudiant en cours. Quelqu'un avec un prêt étudiant décède. Oui. Comment est-ce que cette dette est gérée? Eh bien, la dette est transférée au estate, hein, donc ceux qui hériteront de vos biens. Et donc, ils pourraient en être responsables. Mais là, ça dépendrait de la situation autour de la cession, etc. Mais je ne vois pas trop le lien avec la faillite. Donc... C'est avec les dettes, ça. Je pense que c'est une question sous la première thématique avant la faillite. Donc les dettes, comment est-ce que ce type de dette sera géré pour quelqu'un qui décéderait avec une dette, avec un emprunt? Okay. Un prêt étudiant, hein, c'est une dette gouvernementale. Donc le troisième type de dette. Si la dette est à moins de 7 ans, si vous voulez, elle ne peut pas être libérée à travers le processus de faillite. Donc elle sera gérée comme tous les autres biens, mais comme un bien négatif, quoi. Voilà. Très bien, eh bien. J'encourage les participants. S'il y avait une question de dernière minute, on est sans doute à la dernière minute, donc n'hésitez pas à la poser et à nous donner votre réponse à l'évaluation du webinaire si vous ne l'avez pas encore fait. On va vous donner encore un petit 30 secondes pour cliquer sur la mention que vous voulez mettre. Voilà, et je vais en profiter donc pour vous remercier, Christian Cormier, Maître Cormier. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre savoir sur ces thématiques de l'endettement, de ces solutions et de la faillite, et d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné votre temps. Donc, merci et à la prochaine fois. Oui. Au revoir. Au revoir, merci.